Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Merci de votre constante fidélité et pour cela, on vous remercie beaucoup. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut qui décrypte l'actualité, analyse l'actualité. Nous passons en revue l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme dossier à l'horizon? Et pour ce faire, je suis accompagnée des chroniqueurs. Le premier chroniqueur est Monsieur Moussa Oulin Traoré, journaliste et correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, bonjour à la diaspora dans son ensemble et un bonjour particulier à l'endroit de Moussa Konaté, dit américain. Il s'agit du grand frère du général Soukba Konaté, c'est un homme d'affaires, l'homme à tout faire. Et il est aussi le conseiller du département d'intégrité au sein de l'Organisation mondiale d'anticorruption. Un bonjour à Moussa Konaté, oui. Ah mais ça c'est bien ça. Ben écoute, l'homme a tout faire, j'ai entendu. Oui, l'homme a tout faire, c'est l'homme qui s'engage pour son pays et pour combattre contre la corruption en Guinée. D'accord, dans le bon sens alors, bon carrément. Sens. Il faudrait bien préciser tout ça. Deuxième chroniqueur sur le plateau de Mandé TV d'Entretien Brut est Monsieur Idrissa Keïta, journaliste consultant, spécialiste de l'actualité Mali, Guinée, Côte d'Ivoire. Moussa, Idrissa, bonjour. J'ai failli t'appeler Moussa. La dernière fois aussi, c'était comme ça. Non, mais franchement, parce qu'il s'exprime là des fois avant de monter sur le plateau, ça reste un petit peu en tête. Voilà. Ça va? Ça va bien. Ça va un peu, on peut dire. Ah. Et en Côte d'Ivoire, on a vu cette grande humiliation, tu n'as pas parlé? Laquelle? Mais l'eau avec une petite pluie qui est venue hier, maintenant débouter le match, m'a dit Côte d'Ivoire qui était beaucoup attendu. On va sûrement rebondir sur la question. Ce stade d'eau qui a pris d'eau. Ouais, sinon moi, aujourd'hui particulièrement, j'ai tenu à être en noir, comme vous le voyez, parce que le Mali, il est en deuil. Donc moi, je dis bonjour, bonsoir à ce Mali qui pleure, qui a pleuré, qui continue de pleurer. Au nom de notre équipe d'entretien brut, je tenais à présenter mes condoléances. On parlait de ces drames-là la semaine passée. On ne savait pas que ça allait dégénérer. On sort d'un deuil national. Donc, que reposent en paix toutes les victimes. Nous partageons cette compassion-là et nous restons solidaires. Vraiment, sincères condoléances aux familles, à tout le Mali, à la diaspora. Et vraiment que leur âme repose en paix et vraiment bon rétablissement aux blessés. Moussa, il y a quelque chose à dire? Oui, c'est un drame. C'est quelque chose aussi qu'on n'imaginait pas du tout et que les familles ont été endeuillées. Et il faut se mettre à la place de ces victimes, de ces familles, tout ça là. Donc, c'est quelque chose quand même que nous partageons, leur douleur, leur compensation. Donc, nous présentons, comme Idrissa l'a si bien dit, donc nos condoléances aux familles applaudées. D'accord. En tout cas, vous avez compris, téléspectateurs de Mandé TV, aujourd'hui, le thème de notre entretien de brut va être les attaques au nord du Mali et l'actualité. De ce fait, on y va assez rapidement là-dessus. Le Mali a subi des attaques ces derniers jours, ces dernières semaines. On a vu notamment avec le bateau Tombouctou, à Gao, à Bourem, chers collègues, vous avez vu tout ça, on a vu ce qui s'est passé. Comment vous avez traité le dossier? Comment vous avez vu tout ça? Voilà, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Est-ce que un regain de tout ça va pouvoir arriver dans les semaines qui viennent? On ne le souhaite pas, évidemment. Mais quelle lecture vraiment vous faites de tout ça? Déjà, force est de constater que la guerre est ouverte. On prône, beaucoup de voix s'élèvent pour que nous allions au dialogue. Beaucoup de voix ont dit que ce sont les négociations qui sont la solution. Mais vraiment, on va dire que le Rubicon a été coupé, il a été atteint. Et sincèrement, le contexte est devenu très délétère. Je l'avais dit sur ce plateau. Depuis l'époque du référendum, on voulait bien que la convergence de vues soit avec les mouvements armés. Le ministre de la Réconciliation y était, le patron de la sécurité d'État y était. Mais bon, finalement, les divergences ont perduré. Et le point de départ de cette situation malheureuse est parti du départ de la MINUSMA. C'est vrai que le départ en question a été officialisé et acté lors du référendum au mois de juin.
et ça avait même servi à certains pour éléments de campagne. Mais les mouvements armés avaient un peu dénoncé et prédit ce qui est aujourd'hui. Parce que déjà à l'époque, ils disaient qu'ils ne sont pas d'accord pour le départ des Nations Unies. Ils disaient aussi que ce sont les Nations Unies, évidemment tout le monde le sait, qui garantissent le suivi de l'accord d'Alger. Quand bien même que cet accord est désormais caduc, il n'y a plus rien à dire, mais reste que cet accord dans son suivi, dans son application, dans la conciliation entre protagonistes belligérants, tout passait par les Nations Unies. Et j'ai souvent parlé ici de l'armée reconstituée. Cette armée reconstituée était quand même encadrée et formée par les UN. Donc, force est de constater qu'évidemment, ce départ a provoqué des incidences, parce que les zones occupées par l'armée nationale, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, les zones occupées par les mouvements armés, ils n'entendent pas de cette oreille que ces camps-là soient remis à l'armée nationale. Parce que quand même, ces camps, c'est un peu de fait un butin de guerre pour ces mouvements armés. Ils vont bénéficier d'une logistique, de certaines choses qui sont sur place. Et stratégiquement, ça les renforce. Donc, c'est de ces divergences de vues où on va reconnaître que le Mali, depuis Ber, a vraiment occupé les lieux avec force, de façon très imposante. C'est donc apparemment en représailles à cette situation que nous nous sommes retrouvés vraiment, on va dire, dépassés. Et je le développerai plus tard, mais d'ores et déjà, je peux dire que notre slogan, qui au-delà même d'un slogan est quand même une réalité, c'est-à-dire l'armée monte en puissance, est désormais à l'épreuve des kamikazes du Grand Nord. Mais je reste néanmoins optimiste. D'accord, merci beaucoup Idrissa. Moussa? Oui, du défensif à l'offensif, ça va nous coûter très cher. Mais en tout cas, il faut le faire. Vous savez, quand Sanogo avait fait le coup d'État, quand M. Modibo Diarra de la NASA a été nommé comme Premier ministre, son premier discours à Ségou, je me rappelle très bien, il disait qu'il ne veut pas la guerre, mais une guerre qui peut mettre fin à une autre guerre. Donc, il peut la mettre. Donc, maintenant, l'armée malienne, on voit que cette offensive que l'armée malienne est en train de faire au nord du Mali, et ça va créer beaucoup de mouvements, des salives et beaucoup d'interrogations au sein de ces groupes terroristes, on le sait très bien. Et on sait aussi qu'il y a les groupes terroristes ne sont pas les seuls, parce que notre dernière rencontre avec le ministre de la coopération Abdoulaye Diop à Koulouba, avec les ambassadeurs accrédités au Mali, et il avait souligné que le départ de l'aménagement et des autres forces de paix qui sont au Mali, donc le Mali avait pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir les remplacer ou bien pour pouvoir combler le vide. Et on s'attendait qu'il y aura des représailles. On s'attendait aussi que ce départ de force de l'aménagement, ils peuvent créer encore des troupes sur le terrain pour essayer d'engendrer des psychoses dans la tête de la population, pour montrer que oui, il faut l'aménagement pour la stabilité du Nord, ainsi de suite. Maintenant, cette frappe à Tombouctou, du bateau de Tombouctou, donc je vois que c'est quelque chose qui était prévisible. Sinon, une population bon, je parle même des groupes terroristes qui prônaient qu'ils ont un territoire et ceci, cela. Mais si vous bombardez cette même population que vous prétendez gouverner, donc je vois qu'il y a quelque chose, il y a le non-dit, il y a Anguille Choros, mais je soutiens l'armée malienne, les FAMA, et c'est pas facile, mais on peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. D'accord, merci beaucoup. Mais quelles sont vos prévisions par rapport à tout ça? Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, l'armée va mettre en place, bien sûr, évidemment, des mesures pour pouvoir aussi contrecarrer des éventuelles attaques prochainement, ou bien il faudrait avoir une lecture comme quoi ça risquerait d'être assez chaud dans les semaines à venir? Parce qu'il faut souligner par rapport au bateau, le Tombouctou, c'était quand même des civils, majoritairement des civils, même s'il y avait des FAMA là-dedans. C'est ce qui fait la particularité de cette violence-là. Bon,
Avant que je ne développe, à travers notre émission, ça ne s'est jamais fait, mais sur cette question, j'aimerais interpeller le président, le colonel Assimi Goïta. Vous le savez, les drames ont eu lieu, ça fait une semaine, hein, mais le président n'est pas sorti. Il est temps que le président Assimi Goïta sorte, qu'il s'adresse au peuple. C'est vrai que nous avons des adversités avec des présidents, mais la fonction en elle-même, quand il y a un drame national, quand le peuple est touché dans son être, le leader sort toujours pour dire « tenez bon, nous allons résister, nous allons continuer la lutte ». Mais le président, il n'est pas sorti une semaine après. Et je pense qu'il faudrait qu'il le fasse. Sinon, une certaine opinion, et ce sera le droit à cette opinion, dira quelque part que c'est un mépris. Même si peut-être qu'il a mis du temps, peut-être qu'il va parler, ou peut-être que ce silence-là se justifie. Mais je crois que le symbole compte. Le président doit rapidement sortir et s'exprimer au peuple pour le réconforter, au-delà des communiqués. D'accord, le message il est passé. Maintenant, pour moi, la suite de cette histoire, je note déjà un fait, hein, tout nouveau, l'attaque des bateaux. Désormais, c'est la Comanave qui est mise à rude épreuve. La compagnie malienne de navigation. Ouais. Elle est très, très, très mise en épreuve. Parce que chaque fois qu'on parlait d'attaque, on parlait plutôt des routes, des ponts, du réseau terrestre. Le réseau fluvial, qui, on va dire, était le seul épargné, et qui était carrément même la seule vraie connexion, hein, au bout du compte, entre le nord, le grand nord du Mali et la partie sud, désormais, il est mis à rude épreuve. Les images de ce bateau, parce que cette attaque, on le rappelle, ce n'est pas la première. Une semaine avant, ou moins de 2 semaines avant, il y avait eu une attaque. Qui peut-être dans le contexte, on va peut-être dire qu'elle était mineure, mais il y a quand même eu une attaque similaire. Mais cette fois-ci, c'est vraiment un carnage humain que nous avons eu. Et à cause de ça, la Comanave est obligée de suspendre ses activités. Déjà que l'autre fois, on parlait des incidences des attaques, à savoir que toutes ces zones-là étaient de fait sous embargo. Il y a des endroits où certaines choses se sont arrêtées, comme il y a des endroits où les rebelles, les mouvements armés ont sommé aux populations de ne plus agir. Donc, non seulement dans l'espace terrestre et désormais par l'espace fluvial, les populations sont sevrées. Et cela reste très délicat. Pour la suite de cette histoire, on va d'abord écouter l'état-major. Et j'invite les activistes, tous ceux qui parlent à tout vent sur les réseaux sociaux de savoir raison garder. On est en période de crise, on ne doit pas parler n'importe comment. Pour moi, c'est la DIRPA qui est censée s'exprimer sur ces sujets qui sont très sensibles. Mais on remarque que certains se font les consultants, les spécialistes militaires, c'est pas bon, ça crée la confusion et ça ouvre la voie aux fake news. Donc pour moi déjà, les autorités sont face, comme je l'ai dit, aux faits accomplis. L'armée va devoir faire sa mue. Et je pense que comme on le dit, hein, on est en guerre, pour moi c'est une bataille de perdus. On a été surpris. Et on a vu que maintenant l'ennemi a de nouvelles approches. Mais en même temps aussi, on est quand même averti. On sait que tout part de cette question du camp de la MINUSMA. Et ça annonce les couleurs pour plusieurs camps à libérer, dont celui de Kidal. C'est ce que moi j'avais à dire. Tout à fait. Moi, je vois, d'abord je prends le contre-pied d'Idrissa. Vous savez, je ne suis pas d'accord qu'ils disent qu'il faut que le président sorte pour essayer de s'exprimer. Bon, moi, ça ne vaut pas la peine parce que 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président. Mais aussi, le président sort pour dire quoi? Le drame est fait. Donc, et les victimes, ça ne veut pas ramener les victimes. Et le gouvernement est sorti à travers le ministre de la Défense pour faire un communiqué et tout ça là. Mais, vous savez, souvent dans nos langages courants, on dit toujours que plus le singe monte en haut, plus on voit son derrière. Vous savez ce qui se passe au Mali actuellement. Si c'était l'armée malienne qui avait frappé un village, et vous verrez encore des pseudo-intellectuels à l'échelle internationale
qui vont dire que le Mali a tué des innocents, des bergers qui étaient maintenant, ou bien des gens de groupes qui sont en mariage, tout ça là. Mais on a frappé un bateau d'où il y avait des innocents, des Maliens qui étaient dedans. Donc, quelle organisation qui est sortie depuis cette frappe, qui dit que non, stop, il ne faut pas tuer les innocents, il ne faut pas tuer les peuples, les paisibles citoyens. Personne, les Nations Unies, Conseil international de la sécurité des Nations Unies et la France, d'abord, qui a des services de renseignement les plus sophistiqués, puisque s'il s'agit de l'armée malienne, ils ont des renseignements, des tueries par-ci par-là. Mais s'il s'agit de groupes terroristes, la France est muette. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et quels sont les projets maintenant de la France qui concernent le nord du Mali? Ça, c'est indignant. Mais il faut quand même que les Maliens se donnent la main pour soutenir les FAMA dans cette épreuve douloureuse. Parce que moi, on voit qu'il y a quand même quelque chose, un complot international contre le Mali, et qui est orchestré par la France, qui est la tête de proue. Mais il faut que les Maliens se donnent la main pour soutenir, même si, parce qu'on sait déjà que le Mali est dans un complot international, ça c'est évident. Mais imaginez qu'il y ait un bateau qui a été frappé et qui fait plus d'une 60aine de morts. Et personne ne dit, personne ne condamne, mais on se réjouit. Parce qu'on se dit maintenant que dans un fauteuil avec le bureau climatisé, l'armée malienne va s'effondrer et le Mali va s'écrouler. Mais on va leur rappeler que nous avons connu la féodalité et nous avions des militaires pendant plus de milliers d'années avant même l'arrivée de la France. Le Mali ne va pas sombrer. Et nous sommes là, nous sommes derrière cette armée. Et nous savons pertinemment que le territoire est vaste. Certes, nous avons un effectif réduit. Certes, mais nous avons quand même des cœurs pour combattre. Et nous soutenons notre armée. Vive le Mali et vive cette armée. Moussa, la question n'est pas là-bas. Moi, je pense que je rejoins un petit peu Idrissa là-dessus. Je voulais même rebondir. Je pense que tous les Maliens sont clairs, unanimes là-dessus. On soutient à 1000% l'armée malienne. Mais aujourd'hui, ça a été un choc quand même pour les populations maliennes, pour le citoyen malien. De voir ça, c'est un bouleversement. Même les rescapés de ce bateau, aujourd'hui, la question que moi, personnellement, je me dis, c'est de me dire qu'il faudrait un suivi psychologique de ces personnes-là. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, pas plus tard que hier et avant-hier, il y avait une photo d'une dame et un vocal qui circulait, comme quoi cette femme était sur le bateau avec ses 3 enfants qu'elle a perdus. Aujourd'hui, elle divague dans la nature, on n'arrive pas à la retrouver, c'est une Tombouctoutienne. Donc, ce genre de choses arrive pour des victimes rescapées de cette situation qui ont réussi à survivre. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, je porte ma voix à ceux qui disent que le chef de l'État doit pouvoir sortir et rassurer. C'est juste un petit message à la nation qui pourrait faire... Ce n'est pas un justificatif. Hein. C'est pas un justificatif, ça ne met pas en cause ce que les femmes font, ça ne met pas en cause tout ce que la transition est en train d'entreprendre pour mettre à pied le pays sur beaucoup de plans. Mais j'estime que sur ce côté-là, je donne ma voix à ceux qui sont pour. Voilà, c'est ça que je tenais à rajouter. J'accepte que le président soutienne les victimes, les rescapés qui sont dans la nature. Et il y a d'autres rescapés aussi. Parce qu'actuellement, si vous le savez très bien, après l'attaque du bateau, il y a eu aussi le bombardement de l'aéroport de Tombouctou. Donc, l'avion même Askai était déjà en l'air. Et puis, ils étaient obligés de reboucher chemin, de revenir. Et ceux qui étaient aussi à l'aéroport de Tombouctou, qui attendaient l'Askai, l'avion pour revenir, étaient bloqués. Il y a eu des pagailles par-ci, par-là. Les gens pleuraient parce que certains veulent quitter la ville de Tombouctou. Et c'est ça, le schéma qui est déjà tracé par les ennemis. Mais moi, je sais que le président de la transition, au-delà même du président de la transition, tout le gouvernement, tout le Mali, soutient déjà
les rescapés. Et il faut quand même conjuguer les efforts pour les retrouver, pour les rassurer et pour les protéger, pour les emmener aussi à un endroit très sécurisé et pour sécuriser aussi les zones qui sont ciblées déjà. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'offensive et qu'est-ce que l'armée malienne doit faire maintenant là pour essayer de... Vous savez... Non, je pense que ce n'est plus à ce niveau. L'armée malienne, tout compte fait, elle a sa stratégie de défense, d'attaque et tout. Le discours actuellement, là où on est, il s'agit par exemple de la sortie du président Assimi Goïta. C'est juste là. On veut interpeller le président, on veut interpeller Assimi maintenant pour sortir et rassurer en tant que père de la nation. Justement. Donc rassurer la population, tout ça là. Mais sauf si que la sortie du président à l'immédiat sera vue encore... d'un autre œil. Vous savez, parce que... De quel œil, Moussa? Moi, j'ai envie de te demander, mais de quand quel est-ce que le œil? président doit s'exprimer? Est-ce que ça, ce n'est pas un cas de figure? Je crois qu'il y a des situations où le père de la nation doit prendre la parole. Est-ce que ce cas dans lequel nous sommes, on a touché le fond? Le pays a été vraiment... Il y a eu un drame au Maroc où il y a eu plus de 3000 morts. Le roi n'a pas bronché. Je reste dans le contexte malien. Ah, mais le roi, c'est... Ah non, mais le Moussa... roi n'a rien dit. Moussa... Mais il ne faut pas qu'on en... Ah non, mais Moussa... Moussa... Mais le président doit sortir pour Moussa, dire quoi? Parce que le roi au Maroc... Le Moussa... président, la première victime de cette attaque ignoble, c'est le président de la République, il faut le savoir. Et tous les citoyens, et tous les citoyens quand même. Et tous les citoyens. Donc le président, il sait ce qu'il fait. Et Assimi, on sait, c'est un président qui ne parle pas trop. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La fonction du gouvernement. La fonction, non. C'est vrai qu'il y a des communiqués matin, midi, soir. Mais je vous rappelle. Vous voulez que le président dise quoi? Parce que pour vous, justement, le président dise quoi? Ce n'est pas un justificatif. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Le président vient pour dire nous allons mener le combat. Nous allons mener la lutte. Et ça a été dit par le ministre de la Défense. C'est pourquoi il y a un ministre de la Défense. Pour moi, ce n'est pas un débat. Un président, il y a ces moments-là où il parle, je vous informe, je vous informe. Et nous sommes dans ce cas de figure. Il a décrété un deuil de 3 Il a décrété un deuil, oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a décrété un deuil. Et puis vous savez, une chose ne joue pas en sa faveur, c'est un président militaire. Hein. Donc je dois vraiment te parler. Mais qu'est-ce qu'il va dire? C'est ce que je vous dis. Et sa parole va changer. Le président ne vient pas pour justifier. Les gens sont déjà morts. Ah non, attention, nous sommes sur un sujet sensible. Ne dites pas ce que sa parole va changer. Oui, quoi? C'est le symbole qui compte. Oui. C'est le symbole qui compte. Un président ne parle pas pour ne parle pas. Pour parler. On ne déplace pas un président pour le déplacer. On a touché le fond. Vous comme moi, comme Madame Fadima, on a passé un week-end vraiment très triste. Oui. Et même le président à Koulouba, dans son bureau climatisé, il était indigné. Je vous le dis. Je crois qu'on va avancer. Non, mais franchement, on va avancer. Alors, on va clore ce dossier-là. Au moins, on Il a pu nous donner le sourire quand même. Tout à fait. On va avancer. Le prochain dossier national est concernant la CNJ, Conseil national de la jeunesse. On est au courant qu'il y a des tensions depuis des années, des semaines. Donc voilà, l'actuel président, qui paraît-il devait même partir depuis 2021, est toujours là. Je crois que vous allez pouvoir nous en dire plus là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pioché? Tout d'abord, comme on l'a dit, la plateforme CNJ ou la fêtière CNJ, Conseil national de la jeunesse, et justement, ils ont été créés pour que les jeunes soient fédérés et qu'on puisse vraiment cadrer la politique nationale de la jeunesse. Et pour ceux qui font la confusion, qu'ils sachent que c'est une association en réalité, qui n'est pas un service rattaché du ministère de la jeunesse, qui reste néanmoins la tutelle. Malheureusement, force est de constater, et moi je me limite au simple temps du président Ibeka, depuis 2016-2017, de cette époque à aujourd'hui, donc bien avant la transition, il y a eu pas moins de 3 à 4 démissions de président du CNJ. Tout d'abord, on va prendre 2000. Et cette démission, pourquoi? Pour des divergences. Des divergences avec le pouvoir, exception faite d'un seul. Au cas par cas, en 2017, on va dire qu'on avait celui avec qui l'entité a eu plus de visibilité. Je ne dis pas qu'il a été le meilleur, Mohamed Sadia Touré, qui fut d'ailleurs ministre de la formation professionnelle. Mais vraiment,
quand lui il était à la tête du CNJ, l'entité avait énormément de visibilité. Et pour des suspicions de comptes parallèles d'une part, et aussi à l'époque, à cause de la même mise de celui qui faisait office de président des jeunes du parti présidentiel d'alors, les tiraillements ont pris forme à telle enseigne que Mohamed Salia Touré a dû démissionner. Là, on était déjà en 2017. À sa suite, Satigui Sidibé, dit Zoto, c'est les jeunes qui prend le relais. Et plus tard, lui aussi, des divergences de vues font qu'il part. Au bout du compte, on se retrouve avec le jeune Amadou Diallo. La transition même prend forme avec lui. Et comme vous le savez, quand il y a une transition, le Parlement, les institutions sont dissoutes. Et quand le Parlement y saute, c'est une assemblée nommée, qui généralement s'appelle CNT, Conseil national de la transition, où toutes les entités sociales y sont, dont la jeunesse. Et là, c'est ce président de la jeunesse-là, Amadou Diallo, qui se retrouve au CNT. Sauf que quand même, j'ai quand même apprécié une chose au niveau de l'organe législatif, les compatibilités de postes. On a beaucoup été regardant sur ça. Parce que Amadou Diallo était et député nommé au CNT et en même temps président du CNJ. Donc il y a eu énormément de divergences avec la base pour que finalement il y ait un congrès extraordinaire à Bougouni et qu'il passe la main. Et il a passé la main en mars, avril, au premier semestre 2021. Habib Dako, qui est l'actuel ou le sortant du moment, vient. Sauf que Habib Dako devait conduire le mandat jusqu'en fin 2021. Mais finalement, Habib Dako se retrouve presque 2 ans encore à la tête et diverge énormément. Pour ce qui est des divergences avec le ministère, par moment, la jeunesse, en tout cas le CNJ, se retrouve à être une caisse de résonance. Du fait de certaines divergences avec la tutelle. Parce qu'on le sait, le ministère de la Jeunesse a la politique nationale de la jeunesse à conduire. Et évidemment, le CNJ reste l'entité phare pour aller dans ce sens. Donc les divergences entre le jeune Dako et la tutelle, même si elle vient de changer de leader, ont perduré, parce que l'actuel ministre est là depuis 2 mois maintenant. Et finalement, à la surprise générale, il a démissionné. Il démissionne juste après, on se retrouve avec maintenant un comité de normalisation, le CONOR. Mais juste avant ça, vous avez quand même un peu sauté le communiqué de suspension quand même. Oui, justement. Il s'est avéré qu'avec quand même le jeune Habib Dako, le Rubicon a été atteint, parce que pour une fois, c'est la Direction nationale de la jeunesse, historiquement, qui rentre dans la danse, qui suspend le CNJ. Évidemment, quand nous prenons les prérogatives des uns et des autres, le CNJ déjà n'est pas un service rattaché au département, donc la Direction nationale de la jeunesse ne peut pas sanctionner ou suspendre le CNJ. Et aussi le CNJ est directement rattaché, ou si vous voulez, a directement affaire au cabinet ministériel qu'à la Direction nationale de la jeunesse. Mais bon, pour raison de discipline, Habib Dako a pris acte de cette suspension. Finalement, le débat il est clos, parce qu'il y a eu quand même des assises extraordinaires au centre de formation des collectivités territoriales. Ce même lieu où la question de la prolongation de la transition a pris forme. Et donc, désormais, comme je l'ai dit, c'est le CONOR qui va venir. Et dans le Mali récent, pour ceux qui connaissent le CONOR, on l'a connu lors de la crise d'alors de la FEMAFOOT. Et cette fois, ce CONOR qui vient, tenez-vous bien, il va avoir la 30aine de membres qui vont être nommés par le ministre de la Jeunesse. Évidemment, dont la majorité, ce sera sur la plupart de certaines entités et acteurs du monde de la jeunesse. Donc, c'est dire que ce CNJ-là devient de facto un organe transitoire, parce que la jeunesse est désormais en transition, mais seulement qu'elle sera très rattachée et très proche du département de tutelle et a seulement que 3 mois pour pouvoir organiser un congrès et installer un bureau. On parle de transition de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse sera disciplinée? Est-ce qu'elle va aller jusqu'à la fin des 3 mois ou est-ce qu'on aura une CEDEAO? La question reste posée.
Mais j'avoue que je le déplore, la jeunesse n'est pas fortement visible, la jeunesse ne s'assume pas et la jeunesse est encore à la croisée des chemins. Quand bien même que l'ancien président Ibeka avait commencé quand même à mettre la jeunesse en avant, avec le premier ministre Boubou Cissé qui était là, Madame Kamisa Kamara qui était aussi là. D'accord. Donc, Petit aperçu sur est-ce que la jeunesse va prendre plein pouvoir? Parce que Idrissa vient de dire que la jeunesse est absente, elle n'est pas assez visible. Votre avis, peut-être en plus de ce que vous allez dire? Une jeunesse de ventre ne peut pas prendre. C'est quand même ça. Oui, ça c'est une jeunesse de ventre parce que vu tout ce que Idrissa a fait comme récit, si vous regardez très bien, vous allez voir que c'est une jeunesse d'oligarchie et une jeunesse, d'abord un bureau qui est constitué uniquement pour se faire des postes. Tu es à la tête aujourd'hui de cette jeunesse, de ce bureau, tu es premier ministre ou bien tu es dans un département par-ci, par-là, en oubliant la cause de la jeunesse malienne. Et pourtant, vous êtes là, vous êtes nommé et vous êtes élu pour défendre la jeunesse malienne et transmettre comment dirais-je, ce que la jeunesse, transmettre les messages de la jeunesse au plus haut niveau. Mais je vois que tantôt tu es président de la jeunesse, tu es ministre, soit tu es d'ancienneté. Obligatoirement, ça va créer un rapport de force. Ça, c'est obligatoire parce que si moi je sais que quand je deviens président de la jeunesse, je serai de facto un ministre, puisque ce n'est plus maintenant une jeunesse, mais c'est plutôt un bureau de ventre. Donc, tu es toujours à la solde du pouvoir, de celui qui est au pouvoir. Maintenant, si vous regardez très bien cette transition, et même avant même cette transition, on voit que cette jeunesse est déjà éclipsée par les activistes sur le terrain. On voit plus bien le cerveau même que ce président de la jeunesse au Mali, maintenant qui semble être comment dire, dans l'abîme, qu'on ne voit même pas, donc, sauf si Idrissa me dit le contraire. Donc, bien sûr, c'est pour vous dire je vais rebondir. Non, oui, mais tu vas répondre, mais tu sais très bien que cette jeunesse est du côté de celui qui a le bâton pour gouverner, donc que de s'occuper des problèmes de la jeunesse. Donc maintenant, cette jeunesse-là ne va pas nous amener là où on veut aller. Donc, cette transition de la jeunesse, peut-être il faut quand même une reprise de conscience au sein de ce bureau et qu'il y ait un véritable jeune qui peut peut-être penser à cette jeunesse qui a tant souffert depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, qui peut défendre maintenant cette jeunesse, parce qu'on a vu même les maricots qui étaient qui ont passé par l'AEM pour donner, en tout cas ils ont laissé un nom, les maricots ont laissé un nom parce qu'ils ont pu défendre le Mali et ils ont pu renverser un régime. Donc, mais ils se sont assumés. Vous-même, vous avez si bien dit que cette jeunesse-là ne s'assume pas. Et qui ne s'assume pas? Parce qu'ils ne s'assument pas. Pourquoi cette jeunesse-là ne s'assume pas? Puisqu'on est à côté de l'oligarchie, on ne peut pas leur voir fâchés contre nous. Et c'est là-bas où on gagne nos butins. Donc, il ne faut pas leur faire fâcher. Donc, je vois que l'espoir n'est pas là avec cette jeunesse. Il faut les remplacer. Cette transition va nous permettre d'avoir un président normal, un président peut-être qui va défendre les causes de la jeunesse. Donc Idrissa, ce que moi j'ai à dire par rapport à cette jeunesse, c'est une jeunesse de ventre et non une jeunesse de cause. Moi, à entendre Moussa quand même, Idrissa, je ne sais pas comment vous allez faire pour défendre ça, mais entendre Moussa, les termes sont forts, je ne vais même pas pouvoir reprendre ça. Mais c'est une manière de dire que cette jeunesse, elle est très politisée. Évidemment. Et étant politisée, est-ce qu'elle peut vraiment apporter quelque chose à la jeunesse malienne qui attend beaucoup, beaucoup sur plusieurs domaines? Elle peut. Je crois que Moussa, il voit trop l'effet tontine un peu partout. Non, ça, ce n'est pas le bouquet des rapaces. Moi, Idrissa, ma lecture, la jeunesse malienne du CNJ à la croisée des chemins. Tout d'abord, évidemment, la jeunesse est politisée, instrumentalisée. La jeunesse a toujours été maintenue dans cette posture. Pour preuve, les acteurs des années 90
de la dictature du général Moussa Traoré. Non, du régime. Du régime. Du régime de Moussa Traoré. La dictature n'existe pas au Mali. Du régime, je préfère... Ce régime dictatorial... Ce régime de Moussa Traoré. Attention, parce que... Bon, je vous l'accorde puisque vous êtes un Moussa. Moussa Traoré a fait 23 ans au pouvoir. On le traite d'un régime dictatorial parce qu'il a duré au pouvoir. Et pendant ce temps-là, en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a fait 33 ans au pouvoir. Aucun document ne prouve que le pouvoir de Houphouët-Boigny est un régime dictatorial. Donc, le régime de Moussa Traoré. Voilà. Chez Houphouët, c'était une royauté de fait. Mais chez Moussa Traoré, là, il y avait une sérieuse restriction de liberté qui a conduit aux événements on y va. Donc, ceux-là qui étaient les jeunes de cette époque, en 2023, sont encore dans la danse et peaufinent encore leurs armes pour pouvoir être candidats, sans avoir la décence ou le courage de passer la main. Je préfère ne même pas citer de nom, parce que c'est parti... 50 ans jeunes. Voilà. Malheureusement, au Mali, j'ai compris aussi que le concept de jeunesse a parfois été un fonds de commerce. Certains sont présidents des jeunes à 20 ans, 30 ans et se maintiennent encore à ce poste. J'ai fait allusion à ce président des jeunes de l'ancien parti présidentiel. Il a fallu qu'il y ait des secousses ou même le coup d'État. Au moment du coup d'État, il était encore le président des jeunes de son parti, qui d'ailleurs vient de faire son congrès il y a moins de 2 semaines. Donc déjà, il y a ce facteur. La seconde chose, c'est que les jeunes n'ont pas réellement été impliqués et intégrés comme il le faut. Sinon, je ne peux pas comprendre que l'APEJ, l'ANPE, qui ont été créés depuis près de 20 ans maintenant, en tout cas 15 ans minimum, n'ont pas permis à ce que les jeunes puissent impacter. Tenez-vous bien, l'APEJ par exemple, où il y avait les stages de qualification pendant 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a toujours les stages de qualification. Ils étaient arrêtés des années. Des années durant. Ils ont quand même bien repris là. Ils ont repris à peine. Mais c'était en hibernation pendant énormément d'années. Énormément d'années. Et encore qu'il y a des jeunes qui ont eu à faire des stages de qualification qui n'ont jamais reçu leurs sous pour cette période-là. J'ai même un homonyme qui est du lot. Ensuite, il faut savoir que la jeunesse n'a pas été favorisée parce que sous IBK, le pouvoir et les syndicats, et sous la transition, on est allé à une prolongation de l'âge à la retraite. Le CNJ avait haussé le ton, avait même fait plier ces gens-là. Mais apparemment, les visiteurs de nuit, donc la politique du ventre, sont passés par là et la jeunesse a finalement cédé. Donc au bout du compte, je dirais que j'ai été pris de court. Donc je dirais que réellement la jeunesse a toujours été vue comme un outil. Et malheureusement, les jeunes n'ont pas retenu les leçons. Parce que je vous l'ai dit, de Salia Touré à aujourd'hui, c'est pas moins de 4 présidents de jeunes en 6 ans et des démissions. Et tous sont partis dans la controverse. Ça voudrait même dire que le CNJ, justement, c'est cette division à l'interne, parfois entretenue, parfois c'est guerre d'ego à l'interne, qui ont fait que finalement, les jeunes sont relégués sur le banc. D'accord. En tout cas, ça reflète une nouvelle vision du ministre, tout nouveau ministre de la jeunesse qui veut sûrement reformer, revoir le secteur, quitte à le faire bien ou pas, mais on sent une certaine volonté quand même. Aussi, il va envoyer un système pour maintenant la politique de son gouvernement. On verra bien. Ce sont ces informations-là qui me sont parvenues, mais j'attends de voir. On verra bien. Merci. Donc, c'est un dossier vraiment à suivre de très près parce que les jeunes, vraiment, il faut se pencher sur leur cas. Alors, les dossiers du pays sont totalement bouclés. On va voir un petit peu ce qui se passe dans la sous-région. Et dans la sous-région, on parle du Maroc ici, avec ce fameux séisme. Vraiment, on est attristé encore une fois. Ça a été une semaine assez dure. La semaine dernière à cette semaine, il y a eu beaucoup de cas à déplorer. Voilà. Mais en parlant du Maroc aussi, vu leur situation, en principe, il y a beaucoup de pays qui ont proposé de l'aide. Et eux, particulièrement la France, le Maroc a dit non, on n'en veut pas. Ça. Cela voudrait dire que le royaume chérifien ne souffle pas dans la même trompette que Paris. Cela voudrait aussi dire que c'est un désaveu pour la France.
Déjà que dans la région, je ne parle même pas de l'Afrique subsaharienne, hein, du monde arabe, le Maghreb, on voit ce qui se passe avec l'Algérie. Cela aussi voudrait dire que le leadership du président Emmanuel Macron a péché. Sinon, dans une situation de frustration, de sinistre, aucune aide n'est de trop. Mais je crois que du fait que le président français a, si vous voulez, une arrogance qui est maintenant visible, hein, je ne suis pas un détracteur, c'est un fait. Pour toutes ces raisons-là, le Maroc a préféré ne pas, comment dirais-je, accepter cette aide. Et c'est aussi un signe annonciateur. Parce que vous le savez, depuis un moment, on va dire même depuis la fin de la Jamaïa en Libye, le Maroc a désormais pris cette couverture de leader continental, d'où son omniprésence au Mali, sa présence au Burkina, en Côte d'Ivoire. Donc le Maroc est désormais dans une posture pro-africaine. Et évidemment, le Maroc se retrouve ami à tous ces pays-là qui disent non à la France, qui veulent aller avec la Russie et diversifier les partenaires. Donc ce sont autant de choses qui pourraient justifier ce refus poli en attendant que des confrères et des relais locaux puissent nous donner d'éventuelles informations. Ok, Moussa, vous pensez aussi que ce refus il est poli? Non, dans cette situation, dans cette catastrophe qui est arrivée un vendredi noir le 8 septembre, donc qui a eu plus de 3000 morts, et aujourd'hui, mais on a besoin des aides. Mais Maroc a montré au monde que ce n'est pas la feuille d'un manioc, d'un manioc comme ça, et qui tend toujours la main à des personnes. Mais c'est un pays responsable, c'est un pays qui peut peut-être remonter ces défis, mais ils ont quand même accepté l'aide d'Italie, qui est d'abord un pays européen, et l'Allemagne aussi. Tout à fait. Mais ils ont refusé pour la France. Et pourtant, la France est un pays colonisateur du Maroc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, on ne sait rien. Et le roi marocain qui refuse maintenant de parler à la presse, de dire ce qui s'est passé. Mais on voit quand même une rupture, une surprise du côté de la France, mais une rupture diplomatique de lecteurs aux yeux, même des analystes politiques. Mais on va attendre qu'est-ce qui va se passer peut-être après, ou bien qu'est-ce que le Maroc veut réserver comme surprise à l'égard de la France. Mais comme vous l'avez si bien dit, wait and see. En tout cas, c'est un message fort de la part du Maroc, hein, ce refus de l'aide française. Alors, ce dossier, il est clos. On va passer au dossier. On reprend. C'est pas qu'on passe, on reprend notre dossier du Gabon. Le Gabon, il y a la nomination du Premier ministre de transition depuis là et qui préconise un délai de 2 ans de transition. C'est accordé, c'est pas accordé. On attend de voir tout ça. Et la présence, encore une fois, de la France. La France reprend ses activités, la coopération repart même de plus belle. On peut parler d'un coup d'État ou même d'un double coup d'État parce que le candidat, d'après ce qu'on a cru entendre, pensait avoir le fauteuil de la présidence, mais il ne l'a pas. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu? Bon, pour ce qui est de la France, vu que M. Traoré a eu à parler de Sékou Touré, je crois qu'il sera à même d'évoquer cette question. Je vais plutôt me focaliser sur le inside du Gabon de la transition 241. Déjà, on voit que ça a tout l'air d'être un coup d'état de palais, un coup de palais, peut-être même un coup de balai, pour rimer. En fait, cette transition a eu quelque chose de très atypique. C'est que on renverse le pouvoir et il y a même des passations de charges. Chaque fois qu'il y a un coup d'État de façon culturelle, les premiers ministres, disons, même le Premier ministre, les membres du gouvernement et autres prennent fonction, de fait, sous le regard de certaines autorités de l'État. Mais là, le gouvernement, le pouvoir déchu, a vu ses leaders faire des passations de charges avec ce pouvoir qui est aux affaires. Ça reste quand même étonnant. C'est une première, on va dire. Même le Premier ministre du pouvoir Bongo a pu faire la passation avec ce lointain prédécesseur, parce que celui qui est aux commandes du gouvernement l'a été
quelques années plus tôt, 8 ans, plus de 8 ans, il y a une décennie plus tôt, avec le président déchu Ali Bongo avant qu'il se quitte en queue de poisson. Donc là, c'est quand même un opposant, comment dirais-je, au président déchu qui vient. Et puis ça a tout son sens, parce qu'on avait essayé de faire un buzz où le candidat censé avoir gagné les élections serait Premier ministre. J'apprends à l'opinion et j'apprends à tous ceux-là qui entretiennent ces fake news que dans l'art de la politique, quand il y a une transition, les vrais candidats, les sérieux candidats qui veulent le fauteuil, qui peuvent l'avoir, ne postulent à rien pendant une transition. Parce que généralement, même les transitions sont restrictives. Généralement, on met dans les chartes de la transition que quiconque intègre le gouvernement, voire le Parlement, ne peut pas être candidat. Donc j'aurais été surpris de voir celui qui serait le vainqueur devenir Premier ministre. Donc on a maintenant un gouvernement quand même de 26 membres. Ça semble raisonnable. Je tiens moi à saluer la médiation de la CEMAC et de la CEAC aussi, on va dire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réunion extraordinaire. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, se retrouve médiateur. Systématiquement, il rejoint Libreville, il rencontre tous les acteurs. C'est même à travers lui qu'on a pu voir celui qui parlait du fameux Make Noise. Donc, ça porte ses fruits, moins de 48 heures après. L'ancien président Ali Bongo est libre de partir où il veut et de se soigner comme il l'entend. Donc déjà, ça a décanté la situation et même qu'on est à un niveau où de façon conjointe et concertée, donc il n'y a aucun dessein de bras de fer qu'ils vont peaufiner le retour à l'ordre constitutionnel. C'est incroyable, hein, cette transition. Et c'est justement ce qu'on voulait de la CEDEAO qui nous a quand même donné cette image de CEDEAO des syndicats. Mais je reste très réaliste. Je sais que l'Afrique centrale a une particularité. Les présidents qui sont là-bas sont des présidents de décennies, voire de dynastie. Mais par contre, au niveau de la CEDEAO, quand le torchon brûle, on est soumis au péril terroriste dans cette zone Sahel qui date de plus de 10 ans. La CEDEAO n'a pas vraiment été visible. Mais il y a eu des tripatouages à ne pas en finir, jusqu'à ce que même au Sénégal, on s'est retrouvé avec un renoncement. Donc je crois qu'en Afrique centrale, on va dire que c'est calme, c'est soft. Tout est rentré dans l'ordre. Désormais, on attend de voir le gouvernement à l'œuvre. Et surtout, j'attends aussi la politique générale du gouvernement. D'accord. Maintenant, nous avons quand même assez de suspicions. Le Premier ministre a donné une piste. Il parle de 24 mois. Le président, il n'a rien dit. On attend aussi avec impatience d'avoir une idée du délai qui sera défini. D'accord. Moussa? Oui, vous savez, parlant du Gabon, ça me fait très mal, très très mal. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas un coup d'État, mais plutôt un coup d'État. Voilà, donc ça, c'est partager. C'est pas un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Donc, l'État qui sont l'État. là, donc voilà. Donc maintenant, on nous dit toujours dans nos langages africains que si le poisson quitte dans le filet de l'Oncénie pour le filet de l'Ancinet, c'est toujours la maman des Imo qui a gagné. Donc il faut... Très 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 révélateur. Voilà, donc maintenant, c'est pour vous dire que la reprise des activités de la France, en moins de quelques semaines, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas un coup d'État, mais c'est plutôt un changement de quelque chose. Il faut se dire la vérité. Et le petit changement, les petites arrestations que la transition est en train de mener, c'est pour dorloter la conscience de l'opinion et que ça ne va pas changer. On connaît et comment le pouvoir des Bongo était mené avec un président qui avait plus de 55 enfants et des neveux par-ci, par-là. Et le président même se trouve dans le lot de ses membres de la famille. Mais ce n'est pas un coup d'État. Et vous faites un coup d'État en moins de quelques semaines, moins de 2 semaines, et le président est libre de ses mouvements. Et qu'est-ce qui s'est passé? La France reprend ses activités. Qu'est-ce qui s'est passé? On va s'interroger.
Donc c'est pour vous dire que même la nomination, la proposition de 24 mois, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est même pas une date. Et le président a remis seulement ça. Le Premier ministre a remis sa bouche. Et on sait, en Afrique centrale, ce n'est pas un mandat, c'est une dynastie. Vous connaissez. Donc, le président investit. Sinon, on a fait double coup d'État, comme Fadima l'a si bien dit. Et si c'était un véritable coup d'État, on avait dénoncé les mascarades électorales, tout ça, là, qui se passe. Mais on allait dire obligatoirement celui qui a gagné les élections, on le met à sa place. Ça, c'est très simple. Ou bien, on vient avec une transition de quelques mois, 6 mois, on organise les élections, de nouvelles élections, et puis le président passe. Et puis on sort dans ça. Mais pourquoi nommer un Premier ministre? Pourquoi le fait de... Pourquoi ceci, cela? C'est pour encore rester au pouvoir et défendre le système français ou la cause française. Et le Gabon, peut-être plus la transition dure, plus on voit les choses claires en face et qu'il y aurait de nouvelles insurrections de la part de la population gabonaise qu'on n'en souhaite pas, qui attend se faire de pouvoir Bongo et qui va encore souffrir, encore tout ça là. On voit que la population est prise en otage et que ces orphelins, ces citoyens gabonais qui aspirent à un changement maintenant du pouvoir Bongo, peut-être ils ne verront pas, ou ils vont avoir peut-être dans un siècle encore après ce pouvoir Bongo, parce que c'est le pouvoir Bongo qui continue. Donc le Gabon a du mal à se relever et la population est prise en otage. Le changement a commencé à se dessiner. Il n'y a pas eu changement. Il y a deux décisions. Il y a deux décisions. Il n'y a pas eu de décision. Il y a deux décisions qui ont été prises. La façon de faire. Il y a deux décisions qui ont été prises pour les Gabonais. La première, désormais, on ne vend aucune parcelle à des étrangers. Et la seconde, le poste de taximan est désormais réservé aux nationaux. Et donc, pendant ce temps, le pouvoir, les populations étaient sorties pour applaudir. Et les populations sont réconfortées. On va commencer d'abord à débloquer ce boulevard. Quand le Gabon veut défiler sur ce boulevard, maintenant il faut écrire au département français pour vous donner l'accord pour pouvoir, dans ton propre pays, en libre vie. Vous devez, Monsieur Moussa, vous devez porter votre regard sur une chose. Ce n'est pas un coup d'État, mais c'est un coup d'État pour se partager les butins et c'est seulement protéger le système français. C'est tout, il faut l'admettre. N'analysez pas le Gabon sans oublier les discours. Le président du Gabon a dit une chose aux directeurs et autres responsables. Vous savez ce que vous avez fait. Avant telle date, allez restituer ce que vous avez volé. Pour ne pas qu'on se retrouve dans la même situation qu'au Mali. Donc déjà, je pense que il n'est pas épargné, il n'est pas travers ça, on ne peut pas lui donner une carte blanche, il faut se dire la vérité. Lui-même, il était dans les vigères de l'anticorruption à l'échelle internationale. On lui avait soupçonné de blanchiment d'argent, de détournement de deniers publics, où il avait été envoyé comme ambassadeur, et tout cela, on connaît. Donc maintenant, il n'est pas blanc comme neige. C'est un président qui est trempé dans la corruption, qui ne peut pas nous dire, peut-être c'est entre eux, ils ont volé ensemble, mais peut-être il va dire, comme lui, il est au pouvoir aujourd'hui, c'est comme le pouvoir de Doumbouya. Maintenant, il était dans le système, il avait ceci, cela, mais il ne peut pas dire aux autres que vous n'avez pas volé parce qu'ils se connaissent entre eux. Donc c'est le banquet des rapaces comme vous le connaissez. En tout cas, moi j'attends que la haute cour de la justice se saisisse de cette affaire. Oui, Idrissa, merci beaucoup. On va boucler ce dossier là quand Madame même. Fadima, est-ce qu'on peut bondir une seconde? Juste une toute petite seconde, une brèche. Ouais. J'aimerais aborder avec Moussa rapidement la question du stade en Côte d'Ivoire. Que vouliez-vous dire? On va parler un peu sport. Aujourd'hui, pas Femafoot, pas Bavier. Mais vous disiez qu'il y avait de l'eau au niveau du stade. Qu'est-ce que vous vouliez développer? Ce n'est pas moi, c'est les Ivoiriens qui ont dit un stade de plus de 20 milliards de francs CFA. Ce n'est pas francs guinéens, mais de francs CFA. Et qu'on a vu, avec une petite pluie fine qui tombe, qui n'a même pas fait 3 minutes, et que le stade est inondé, et qu'il y ait une grande humiliation, maintenant, des Ivoiriens, surtout devant leurs adversaires, les Maliens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens crient partout. On remet même en cause la construction de ce juteux pont que l'Ivoire brandit devant maintenant les nations africaines.
et qu'on voit, il faut s'interroger maintenant. Il faut même, moi je vais te dire aujourd'hui, c'est un plateau, il faut éviter de passer sous ce pont, parce qu'on a vu la construction de ce stade, mais moi je déconseille à toutes les équipes qui sont qualifiées pour la CAN en Côte d'Ivoire, il faut partir avec une pirogue. Bon, moi maintenant, c'est que... On va boucler. On va carrément boucler. Je me suis pas exprimé. Je suis désolée. On va y revenir. On va y revenir. C'est un dossier qui est sûr. Ça va vraiment revenir. J'espère qu'à la prochaine émission, on pourra en parler, même si c'est pendant quelques minutes. On verra bien ce dossier-là. En tout cas, Moussa, merci beaucoup pour l'énergie. Je sens que ça va être un bon téléspectateur pour la CAN prochaine. Restons toujours dans les coups d'État ou coups des forces. On est au Niger cette fois-ci. Le Niger, ça devient très, 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 très tendu entre les autorités françaises et le pouvoir actuel au Niger. Et pas plus tard qu'il y a juste quelques heures, 24 heures à peu près, avec l'arrestation d'un conseiller des Français résidant au Niger. Maintenant, c'est de la traque, c'est de la fouille, c'est de la persécution qui se passe ou quoi? En tout cas, c'est pas un amour. C'est une logique, hein, Madame Fadima. C'est juste une logique. Pour rappel, le tribunal de grande instance de Niamey a émis même un mandat de poursuite d'arrêt contre l'ambassadeur. Et je suppose que ce conseiller-là fait partie du staff de l'ambassadeur. Les autorités judiciaires comme politiques et militaires ont mis fin à l'immunité justement du cabinet auquel appartient ce conseiller. Ce n'est nullement une surprise. Et moi, je l'avais dit bien avant même qu'il y ait même le coup d'État du Oui, mais il y a quand même une particularité parce que là, il a arrêté pour complicité d'atteinte à la sécurité nationale. Mais n'oubliez pas que la France est vue comme un pays qui veut déstabiliser le Niger, est vu comme ce pays qui est en train de motiver, tirer les ficelles de la CEDEAO, est vu comme un pays d'envahissement à cause de son armée qui est sur place, qui refuse de partir. Donc les griefs tiennent la route. Pour moi, en fait, c'est pas, comme même le dire les politiciens, c'est en réalité, entre guillemets, un non-événement. Les faits étaient connus, les postures étaient connues, donc c'est la logique des choses. Quand bien même que l'ambassadeur est au niveau du camp, il n'est pas à l'abri. Et d'ailleurs, ils ont les populations sur le dos. Moi, j'estime, mais chacun a son appréciation, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Si l'ambassadeur a préféré rester, il a ses raisons. Mais pour moi, ça a quand même été un risque inutile. Il s'est exposé lui-même, il a exposé sa famille. Il aurait été à Paris, il ne serait pas sous cette pression, il ne serait pas mis à la vindicte populaire. Ça, c'est d'un. De deux, moi, je l'avais dit. J'ai dit que dans ce contexte actuel, personne ne peut faire un coup d'État et être ami à la CEDEAO. C'est parce que la CEDEAO, dans son élan... Sauf la Guinée. Non. Et qui est soutenue par la France. Je parle de coup d'État, donc je parle de transition militaire. CEDEAO, on n'est plus à la CEMAC en Afrique centrale. Donc pour moi, en fait, ce n'est nullement une surprise. Ce sont les divergences de vues qui continuent. Et puis la crise au Niger, on a dit, l'un des enjeux majeurs, c'est Arriva, connu sous le nom maintenant de Orano, qui d'ailleurs même commence à subir les impacts et est en train de faire sa mue, de revoir sa politique au niveau de ce pays. Parce que si le coup d'État il perdure, Orano ira sous agrément russe. Merci beaucoup Idrissa. Moussa. Oui, vous savez, on va toujours l'évoquer, c'est un problème qui est très tendu entre le Niger, qu'on considérait comme l'un des pays très amis à la France, la politique française dans le Sahel, et maintenant là, de l'ami à l'ennemi. Donc maintenant, on a vu aussi la colère du président Bazoum contre son mentor, le président Issoufou, qui le soupçonnait d'être derrière tout ce qui s'est passé. Mais pour la France, on sait très bien que ce n'est pas l'ambassadeur français au Niger, je ne sais pas, celui il met sa vie en danger. Mais quitter dans mon pays et vous refusez de quitter. Mais c'est comme si le Niger était une sous-préfecture de la France. Mais si, vous savez, la France oublie quelque chose. Ils ont signé un accord militaire, un accord de partenariat avec un État et non avec un gouvernement. Le Niger est un État. Bon, ils ont signé avec l'État, mais non avec un gouvernement. Si l'État change de gouvernant, mais il faut que les choses aussi changent. Mais aujourd'hui,
l'État, le gouvernement nigérian, aujourd'hui qui sont au pouvoir, demande à l'ambassadeur, le départ de l'ambassadeur. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ici au Mali? On l'aurait délogé, mais c'est même pas les militaires qui sont là, à Koulouba. Mais c'est le peuple qui réglerait le compte de cet ambassadeur-là qui refusait de partir. Mais au Niger, je demande aussi au peuple nigérien de prendre d'assaut l'ambassadeur même est Moussa, on va quand même temporiser. Temporiser. Il faudrait pas faire l'appel. Voilà. Non. Mais on dit de prendre d'assaut, c'est-à-dire devant même sa cour où sa famille est logée. Donc maintenant, il faut scander. On est là-bas, on scande, on demande son départ jusqu'à ce que la communauté internationale soit intervenue pour demander son départ. Ça, aussi simple que ça. Mais nous ne voulons pas la France au Niger. On vous dit de quitter. Mais quitter, vous restez pourquoi? Est-ce que, quand on dit le pouvoir central du Niger le soupçonne d'être une personne non grata, ou bien pour, je ne sais pas, la cause de l'état d'insécurité, mais ça a tout l'air. Pourquoi ils refusent de quitter? Parce qu'ils ont leur service de renseignement, ils partagent les informations aux groupes terroristes. On les soupçonne, le Niger, le pouvoir central du Niger est aidé aujourd'hui par le pouvoir du Mali et du Burkina Faso. Maintenant, entre les services de renseignement secrets de ces pays, échangent parfois, ils ont la vraie version. Si le Niger aussi sort de son silence pour dire ce que cet ambassadeur l'a fait au Niger, et vous serez surpris. Donc maintenant, dans les jours à venir, on demande humblement à l'ambassadeur français qui ne veut pas quitter au Niger, de quitter doucement. Doucement. Merci. On espère que le message va passer à son endroit et qu'il va enfin décider de faire quelque chose. Alors, chers collègues, nous sommes à la fin de cet entretien brut. Qui a pour thème les attaques au nord du Mali et l'actualité. Idrissa, on se dit à une prochaine. Évidemment. Oui. Donc, je tenais à vous remercier, à saluer nos téléspectateurs. On attend les réactions parce que maintenant, on est aussi en direct sur notre page Facebook. Donc, on va suivre de près l'actualité. Il y a des dossiers qui arrivent. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. Moussa? Oui, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des téléspectateurs de Mandé TV. Et merci beaucoup à la population de Sigiri qui nous regarde très bien. Et je sais que dans 2 jours, je serai à Sigiri pour un atelier de travail de 2 jours. Ok, merci beaucoup. Donc, téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre entretien du brut du jour. J'espère que vous avez apprécié. Et comme Idrissa et Moussa avaient déjà annoncer le direct sur notre page Facebook et restez aussi connectés sur notre page YouTube. Voilà, Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée. On se dit à la prochaine, Moussa. À la prochaine. Idrissa Keïta, journaliste consultant, spécialiste de l'actualité du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Idrissa, à une prochaine. Ok, une prochaine fois. Donc, téléspectateurs, restez toujours sur les ondes de Mandé TV et on se dit à une prochaine.